La situation devient intenable et surréaliste, comme en témoignent les échanges radio entre le lieutenant Vermeulen et les colonels Marshall et Dewey. Il faut réagir maintenant parce qu'on va être encerclé par les gens de la gendarmerie et la section paracommando. De Sierra 7, si vous êtes contraint à tirer, dans un premier temps, vous tirez uniquement en l'air. Et dans un deuxième temps, suivant évolution situation. On veut... Mais il va être encerclé, il y a plein de gendarmes avec des armes, des paracommandos, et ils n'ont pas envie de tirer en l'air. De Sierra 7, le fait que nous tirions en l'air suffira peut-être pour écarter cette foule. Pour faire rentrer leur BTS qui se replie. Alpha 7, maintenant il y a des troupes de commando qui s'amènent, je dois rentrer, over. Roger, over. Sierra 1, ouvrez la merde. Cette histoire a duré fort longtemps. J'estime 1h30, peut-être plus, mais enfin, ça nous paraissait très long. Finalement, le lieutenant Vermeulen, en liaison permanente avec le PC, disait « ça va péter ici, ils sont très très agressifs, il faut qu'on fasse quelque chose ». Alpha 7, this is Sierra 6, êtes-vous toujours au même endroit ou êtes-vous en mouvement? On est toujours au même endroit et on se traite comme des malades ici, d'accord? Kilo 9, ok, wait. Et à un moment donné, alors que je me trouvais au barrage, mon véhicule entouré évidemment par des Rwandais armés de leurs machettes, ils commençaient à taper avec leurs machettes, ils essayaient de me faire mettre sur le côté dans le fossé, et j'ai engagé d'abord une marche arrière pour dégager les Rwandais qui étaient derrière moi, et puis une marche avant, j'ai tiré. Ça a eu un effet extraordinaire à ce moment-là, c'est que les Rwandais, entendant tirer, se sont baissés. Il y a eu un soldat des phares qui a tiré dans ma direction au moment où je forçais le barrage. Le lieutenant Vermeulen, paf, a mouché le soldat du phare et ça a déclenché une réaction immédiate par le feu. Dispersion de la foule, un groupe de soldats qui essayaient de se réfugier derrière un petit muret a été haché par la mitrailleuse Mac. Le tireur d'élite qui avait son fusil a tiré à bout portant sur un type qui s'est enfouillé avec son arme. Pas une seule réaction du Bangladesh. Ils étaient surpris et terrorisés d'ailleurs, probablement parce qu'ils avaient vu en face de chez eux. Bilan 11 morts chez les Rwandais, pas un seul blessé chez les Belges, qui ont tous escaladé les grilles et ont réussi à se réfugier à l'intérieur du stade. Ils recevront un message du quartier général. Félicitations les gars, vous voyez, quand on reste calme et qu'on discute. Quoi qu'il en soit, avec son armement trop léger, le groupe Lotin n'était pas en mesure de se défendre. À 13h, les 10 hommes sont morts. Le rideau tombe sur un drame qui va provoquer un immense choc émotionnel en Belgique, où les corps des 10 hommes sont rapatriés. Dans quelques jours, le major rwandais qui a arrêté nos hommes et les a conduits à la mort passera en cour d'assises. Qu'attendent les familles de ce procès? Le major Ntuyaga, pour nous, est un personnage qui est responsable, en tout cas physiquement aussi, de leur arrestation, de les avoir emmenés au camp Kigali, d'avoir fait circuler la rumeur selon laquelle ils étaient les auteurs de l'attentat. Donc même si ce n'est pas lui qui a porté les coups, en tout cas, il a incité au massacre qui s'en est suivi. Parce que nous ne comprenons toujours pas en tant que famille pourquoi nos hommes ont rendu leurs armes. Alors que moi, mon frère avait été clair, avant de partir, il m'avait dit « si tu remets ton arme à un Africain, tu es mort ». Et puis ils vont remettre leurs armes et ils sont quand même constitués prisonniers, ils partent les mains en l'air. Donc là, ils sont prisonniers, ça ne peut pas bien se passer. Ce que nous espérons du procès, c'est qu'il puisse livrer certaines vérités sur des questions que nous nous posons encore, à savoir sur ordre de qui agissait-il. Pour certains, la cause est entendue. C'est un coup monté qui a parfaitement réussi. L'assassinat des 10 Parabelges, pour moi, ça a été un exemple de préméditation. Il fallait chasser le Belge du Rwanda. Et ça a très bien marché d'ailleurs. En Belgique,
le Conseil des ministres décide de retirer tous nos casques bleus. L'engrenage du pire continue. Et le Conseil m'a donné le mandat d'aller voir Boutros Ghali, qui était en voyage en Europe, et de lui expliquer les raisons qui nous avaient amenés à retirer les troupes, que je devais présenter, j'insiste, comme une décision irrévocable. J'ai essayé de le convaincre vainement de maintenir les troupes belges. Je disais, ce sera un désastre si vos troupes quittent. Vous êtes en train d'imiter les Américains qui ont eu 8 morts et qui ont quitté la Somalie, et à la suite de quoi ça dure jusqu'aujourd'hui un conflit sanglant en Somalie. Le retrait des troupes belges n'est pas dangereux en tant que tel, mais en tant qu'exemple que ça va donner pour le retrait des autres troupes. Et on part, donc on laisse un boulevard aux génocidaires. Oui, c'est vrai. Ça peut sembler à première vue contradictoire, mais ce qu'on semble oublier, c'est qu'entre-temps, il y a eu la mort de 10 parents. Il y a le consensus dans l'opinion publique belge, dans la classe politique belge, même dans les médias. En plus, n'ayant pas la garantie de pouvoir arrêter le génocide sans devoir encaisser encore des victimes parmi nos militaires supplémentaires, c'était un pas à ne pas mettre. En tout cas, en ce qui me concerne, si c'était à refaire, je crois que je prendrais les mêmes attitudes. Si en Belgique, l'opinion reste traumatisée, au Rwanda, les massacres prennent l'allure d'un génocide. Le gouvernement aurait très bien pu dire, bien entendu, nous avons perdu 10 hommes, c'est une catastrophe, mais nous savons qu'un génocide est en train de se dérouler au Rwanda parce que nous en avons la preuve, parce que nous savons que ce n'est pas le chaos, mais bien une volonté systématique d'exterminer tous les Tutsis du Rwanda, et donc nous avons une obligation morale à l'ONU de défendre une intervention contre ces assassins. Je pense que l'opinion publique l'aurait compris, mais ces mots, ces propos n'ont jamais été tenus. Et là, je crois que c'est toute la différence qui peut exister entre des hommes politiques traditionnels et des hommes d'État. Et malheureusement, à ce moment précis, nous n'avions pas d'hommes d'État aux commandes de la Belgique. Parallèlement à l'annonce du retrait, la Belgique envoie sur place un fort contingent de paracommandos, puissamment armés cette fois, pour assurer l'évacuation de nos ressortissants civils. Les parabelges ont été précédés par des Français. Dans Kigali, cette évacuation est d'autant plus difficile que la guerre a repris entre les troupes gouvernementales et celles de Kagame. Il faut bouger, il ne faut pas rester là. On recule d'abord par prudence, puis on prend de la vitesse. La vitesse pour franchir ce passage obligé, d'où on nous voit de la colline, où sont précisément les forces du Front patriotique, et c'est de là qu'est le canard de la route. Après la décision de retrait, dans les rangs des casques bleus belges, c'est la consternation, la frustration, la honte. Oui, on a été vraiment choqués, honteux. Disparaître comme des lâches, ça ne me plaît pas à des militaires, bien sûr. Maintenant, il est certain que les Rwandais eux-mêmes, en tout cas les deux parties, voulaient nous voir partir. Rester, c'est bien, mais il fallait savoir alors rester, pourquoi faire. Et ça, c'est mon gros problème. Si c'était pour rester dans les mêmes conditions dans lesquelles nous étions à l'époque, c'est-à-dire finalement ne rien faire et assister quasiment impuissant à ces massacres, j'aurais eu très difficile de maintenir, je vais dire, la discipline et au sein et l'esprit au sein de mon bataillon. Mais le Conseil de sécurité ne change pas d'avis. C'est un non catégorique à tout renforcement de la MINUAR, malgré les efforts de Boutros Ghali. C'est la plus grande défaite politique et diplomatique de ma vie, c'est ce qui s'est passé au Rwanda.
j'ai complètement échoué de convaincre les États membres on m'a empêché même d'utiliser le mot génocide à un certain moment. Qui? Les États-Unis ne voulaient pas qu'on utilise le mot génocide. On a dit il y a peut-être des possibilités de violation de droits humanitaires, etc. Mais ils ne voulaient pas utiliser parce que conformément à la Convention contre le génocide, vous devez intervenir. Sur place, les évacuations se poursuivent. Les militaires belges ont reçu l'ordre de ne pas s'occuper des réfugiés Tutsis. Une vingtaine de para-belges, escortés par 2 blindés, se préparent à aller rechercher les derniers Belges, toujours bloqués à l'hôpital psychiatrique de Ndera, à 8 km de Kigali, un centre géré par des pères et des sœurs de la charité. Un centre pris sous les tirs des forces armées rwandaises depuis plusieurs jours, l'hôpital, le home psychiatrique et le couvent. On a vécu des jours. Depuis 3 jours, il y a déjà des cadavres là-dedans. Il y a énormément de blessés. Ils sont là. Nous sommes ici depuis une semaine. Ils sont rwandais. Vous ne pouvez pas nous sauver. La situation reste très dangereuse. Le harcèlement est permanent, malgré l'arrivée du convoi belge. Une foule de Rwandais se précipite vers les militaires, espérant de l'aide, une évacuation. 200 malades et quelques 400 à 500 réfugiés, en majorité Tutsis, qui craignent pour leur vie. Si vous partez, nous mourrons, nous disent-ils. Mais ce n'est pas la mission des militaires belges. À l'école Don Bosco à Kigali, toute une compagnie belge est cantonnée. Plusieurs milliers de jeunes étudiants Tutsis et leurs familles y ont trouvé refuge dès le début des événements. Et puis l'ordre tombe. Il faut abandonner à leur sort tous ceux qui se sont réfugiés sous la bannière de l'ONU. On a dû abandonner bien sûr tous les gens qu'on avait protégés pendant 14 à 15 jours plus ou moins. Ils pleuraient, ils savaient très bien ce qui allait leur arriver. Ils se sont accrochés au camion. Il y en a qui s'accrochaient au camion, exprès pour venir avec nous, quoi. Mais on était obligés de retirer leurs mains des camions pour pas non plus les blesser. Et on est parti assez vite, quoi, pour pas... Ouais, c'est sûr, quand on est parti, on entendait des coups de feu. Comme on savait bien qu'ils étaient près de nous, ils n'avaient pas d'armes. Donc on en a déduit qu'il y avait déjà les autres militaires qui étaient rentrés et qui faisaient sûrement du génocide comme tout le monde connaît au Rwanda. Bilan estimé, plusieurs centaines de morts parmi les réfugiés et les étudiants. En clair, cela s'appelle de la non-assistance à personne en danger.